Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une femme qui fait conjuguer la féminité avec l'élégance, l'humour. Son truc à elle, c'est le cabaret. Être meneuse de revue, plus précisément. Comédienne, chanteuse, danseuse. Elle en a fondé sa propre compagnie, Demoiselles, Mystique et Boys, and Boys, qui propose des spectacles musicaux de cabaret, mais aussi un spectacle jeune public, Casse-Noisette et le Royaume des Jouets. C'est d'ailleurs à cette occasion que je l'ai rencontrée, car vous le savez maintenant, les spectacles pour enfants, c'est mon truc. Initier les enfants aux arts de la scène. Je vous propose aujourd'hui de mettre à l'honneur l'émancipation des femmes à travers le cabaret. Faut-il répondre à des critères physiques particuliers ? Comment passe-t-on des castings pour être meneuse de revue ou danseuse dans un cabaret ? Pourquoi avoir créé sa propre compagnie ? Lorsqu'on contacte cette mademoiselle M, elle vous dit « Je suis tantôt commerciale, tantôt attachée de presse, multifonction », mais elle a démarré comme meneuse de revue. La vie est un grand cabaret, chantait Liza Minnelli. Créer, danser, bouger, pour partager sa passion au public et éveiller des vocations. On en parle aujourd'hui avec celle qui est votre coach audio, Marlène Moreau. Bonjour Marlène. Bonjour. Vous avez vu sa voix, plus grave que la mienne. La devise de ce podcast, c'est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il en cette année 2024 ? Eh bien, je dirais qu'en cette année 2024, c'est l'aboutissement de tout ce que j'ai voulu construire et créer avec notre spectacle pour enfants, notre comédie musicale. Parce qu'on va dire que c'est plutôt une comédie musicale avec du chant, de la danse et du théâtre pour les enfants, mais aussi pour les parents, hein, parce qu'on est dans cet univers-là où les parents retombent en enfance, sont émerveillés par le féerique et repartent de là avec le sourire. Donc c'est l'aboutissement d'un spectacle qui se vendait en tournée jusque-là et de pouvoir être dans un théâtre parisien pendant 30 dates d'affilée, pour nous c'est une vraie réussite. Au Théâtre La Folie, dans le 11e. Exactement. Jusqu'à fin juillet. Oui, jusqu'au 20. Et pour l'avoir vu, ce spectacle, on éveille les enfants, mais tu permets aux parents de vivre un moment délicieux, artistique et de partage. C'est ça qui est intéressant. C'est d'éveiller les enfants et de tisser des liens différents, d'initier nos enfants à l'art, mais de vivre avec eux ces moments d'émerveillement. Raconte-moi Marlène, quel genre d'enfance tu as eu ? T'as grandi, il me semble, à côté d'Avignon. Oui, je suis née en Avignon, comme on disait avant, mais maintenant on dit plus Avignon. Et j'ai grandi là-bas avec un papa musicien, donc très ouvert à la culture, qui m'a fait écouter énormément de musique, qui m'a lui-même appris à chanter. Donc moi je chante depuis que j'ai 4 ans sur la guitare de mon père. Il avait un orchestre dans la région en Provence, ça marche très très bien les orchestres là-bas. Et très vite, il m'a permis de monter sur scène dès l'âge de 12 ans. À 12 ans Oui, à 12 ans pour être choriste. J'avais 1 ou 2 chansons, j'avais pas encore le droit d'être la chanteuse principale, mais en tout cas, je faisais les chœurs. Et un papa musicien qui m'a quand même dit « Écoute ma fille, si tu veux être chanteuse, c'est bien, mais il faut que tu fasses un instrument pour comprendre la musique et comprendre les musiciens avec lesquels tu vas travailler. » Donc, je savais pas, lui, il était plutôt guitariste, il faisait aussi du clavier, et il pensait qu'une chanteuse, je choisirais plutôt un instrument d'accompagnement, type guitare ou piano. Et puis non, je lui ai dit, moi, ce qui me plaît, c'est le saxophone. Voilà. Un des instruments les plus difficiles, non ? Oui, c'est surtout au niveau du souffle et de l'embouchure. Après, niveau des notes, c'est pas si dur, mais c'est un coup à prendre au départ. Et en fait, j'avais l'impression de pouvoir utiliser mon souffle, ma voix, dans le saxophone. Alors
Après, bon, il s'est avéré que je pouvais pas chanter en même temps. C'était ça le plus compliqué. Mais en tout cas, ça m'a permis de rentrer comme saxophoniste dans l'orchestre de mon père. Voilà, j'avais trouvé mon job d'été. C'est ce que j'ai fait. Jusqu'à l'âge de 18 ans. Oui, fille unique. Coup dur, un frère. Non, je rigole. Ah non, au contraire. Non, je rigole. Oui, mais c'est vrai que beaucoup m'ont dit, oh là là, qu'est-ce que tu vas devenir, un petit frère, tu vas devoir tout partager. On l'embrasse, ce frère chéri que tu aimes. Oui. Sa naissance a été importante. Oui, très importante, parce que mes parents, ça faisait des années que je leur disais, mais pourquoi vous faites pas un petit frère, une petite sœur? Et mes parents me disaient, bah, écoute, on sait pas, puis ça fonctionne pas. Et des fois, il faut pas pousser le destin. Et puis un jour, il arrivait par surprise, le miracle. Ma mère d'ailleurs l'appelle le miracle. Et moi, ils viennent me chercher au lycée, et donc j'avais 18 ans. Ils me disent, tu prends pas ton cyclo, parce que moi j'ai toujours été indépendante, je roulais en cyclo. Et ils m'ont dit, on te ramène à la maison. Ah bon, mais pourquoi? Ben, on a une surprise pour toi. Et là, ils me disent dans la voiture, tu vas être grande sœur. Mais non, c'est pas possible. Mais comment c'est possible à cet âge-là? Alors, mes parents se vexent un peu. Et puis, ils me disent, bah si. Alors, moi, j'étais émerveillée, j'étais super contente. Et aujourd'hui, mon frère est batteur. C'est le régisseur de la compagnie Demoiselles Mystiques. Et on joue ensemble aussi sur scène. Alors qu'on a 18 ans d'écart. Et tu rêvais de quoi quand tu étais petite? Parce que si à 12 ans, tu étais déjà sur scène et que tu jouais du saxo, tu te voyais déjà artiste? Moi, je me voyais artiste, pas star. T'allais en vivre, tu savais? Ah, je savais. C'était, j'avais dit d'ailleurs à mes parents, je ferais un peu des études au cas où ça marche pas, parce qu'on sait jamais. Mes parents m'ont jamais poussé à faire des études d'ailleurs. Ils m'ont toujours suivi dans tout ce que j'ai fait. C'est la chance aussi d'avoir un papa dans la musique, mais qui lui d'ailleurs à ma naissance avait dû calmer un peu la musique parce que c'était plus compliqué dans les années 70, fin 70, début 80. Donc il était peintre décorateur. Ça lui permettait de gagner sa vie et puis le week-end il partait en tournée en musique. Et donc il m'a ouvert à ça. Et puis j'ai dit je serai artiste. Je savais pas encore de quoi. Je savais pas si j'allais être chanteuse ou saxophoniste parce qu'à l'époque je faisais de la danse mais comme ça parce qu'on avait voulu me mettre à la danse classique et j'étais un vrai garçon manqué donc je voulais pas. Sauf qu'après je m'y suis mis très sur le tard et j'ai fait des années de danse classique jusqu'à avoir d'ailleurs mon EAT, c'est un diplôme Incroyable. En danse classique et j'ai été prof de danse classique. Un sacré diplôme. Oui, un super diplôme. Ça veut dire que tu es très rigoureuse. Oui, plutôt. Que tu as mangé des heures d'assouplissement. Tout à fait. À la baguette parce que c'était une autre époque. Oui, c'était. En plus, j'avais une prof allemande qui venait de l'opéra de Berlin. T'as connu la baguette ou C'était pas loin. Elle était pas à ce point-là, mais elle était sévère mais juste. Elle était extraordinaire. C'était mon mentor. Mais voilà, elle savait. Ouais, donc un esprit rigoureux. Assez rigoureux, oui. D'ailleurs, on me le dit tout le temps. Travailleuse, rigoureuse. Mes artistes avec qui je travaille disent souvent que je suis assez. Je ne pense qu'au travail pratiquement, qu'au spectacle. Voilà. Et alors, raconte-moi, à quel moment parce que tu as commencé à chanter du Piaf avec cette voix que tu as. Tout à fait. Et du Barbara. Oui. Mais là, t'as quel âge? Là, maintenant. Non. Ah non, à l'époque, j'ai 12 ans. Mes premières chansons sur scène. Et t'avais déjà ce grain de voix? Oui, d'ailleurs, en tant que chanteuse, j'ai été voir un ORL un jour en lui disant pourquoi j'ai cette voix grave et éraillée qui m'empêche de réussir mes auditions en comédie musicale française, on va dire, parce que on cherche des voix plutôt plutôt aiguës, avec une très belle voix de tête. Moi, j'ai une voix cassée. Quand je chante, elle est puissante et grave, et j'ai très peu de voix de tête. Voilà, moi, j'ai une voix de sifflet qu'on appelle très aiguë, mais entre les deux, j'ai rien. Donc, tu peux faire les aigus? Je peux faire, oui, des très aigus comme ça, mais je ne peux pas chanter entre les deux. Donc, je m'en sers très rarement de cette voix très aiguë, finalement. Donc, moi, je suis une contralto, ce qu'on appelle contralto. C'est-à-dire, c'est exactement la même tessiture que Amy Winehouse, dont je suis fan, d'ailleurs. Donc, je fais beaucoup son répertoire quand je chante, on va dire, en femme libre. Et du coup, oui, l'ORL m'a passé une caméra dans la gorge et m'a expliqué que j'avais les cordes vocales non lisses de naissance. Elles sont rugueuses et c'est ce qui fait que la voix est cassée. Alors ça peut s'opérer, mais en général ça revient au bout de quelques années et en plus ça peut changer le timbre de la voix, ce qui serait dommage dans mon cas. Alors peut-être j'aurais réussi plus d'auditions dans le monde de la comédie musicale française, mais ça aurait enlevé une partie de mon identité. Bien sûr, c'est ton identité. Oui. Alors c'est un atout qui t'a un petit peu empêché de décrocher certains castings. Exactement. Mais ça t'a permis
de révéler ta véritable nature, non? Exactement. C'est quoi les valeurs de cette voix? Eh ben, les valeurs de cette voix, c'est de pouvoir assumer totalement quel artiste je suis. Et j'ai appris à être en me disant bon bah s'ils veulent pas de moi, c'est pas grave. Moi j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à raconter et je vais créer mes propres spectacles dans lesquels je pourrais mettre en scène des gens qui peuvent être atypiques comme moi. Moi-même étant atypique, mettre les chansons à ma tonalité, tant pis. Chanter pour les enfants, j'adore ça, même si on m'a toujours dit t'as une grosse voix pour chanter pour les enfants. Et en fait je dis c'est avéré que les enfants, en général j'ai un très bon retour des enfants. Mais oui. Ouais. Et du coup, alors, à 20 ans, tu te lances dans le cabaret en tant que danseuse. Oui. Parce que là, on est toujours dans le sud de la France, c'est ça? Toujours dans le sud. Donc là, tu arrêtes les études? Oui. Ah bah, non. Alors au départ, non. Je cumule les deux. Alors, c'est-à-dire que mes parents ont déménagé encore plus au sud qu'Avignon. On est parti au Lioul, c'est à côté de Sanary-sur-Mer, Bandol. Ouais. Quelle région? Et donc oui, région super pour la musique. Du coup, tous les étés, on joue sur le port de Sanary avec mon père. Et je me dis bon c'est très bien l'orchestre. Depuis toute petite, on m'appelait la meneuse de revue. Parce que, petite, il fallait à tout prix que je fasse des spectacles à toute ma famille. Quand tout le monde était réuni, les copains, j'allais dans ma chambre, je me démaguisais. C'était un terme que j'avais inventé pour dire se maquiller et se déguiser en même temps. Donc, j'appelais ça se démaguiser. Et du coup, je faisais des spectacles à ma famille, qui devait en avoir marre, mais ils me l'ont jamais dit. Et un jour, les amis de mes parents m'appelaient toujours la meneuse de revue. Et je me suis dit, mais oui, je suis bête. C'est ça qu'il faut que je fasse. Ça me permettrait de chanter, que j'adore ça, danser, j'adore ça, être un peu comédienne, mais en fait c'est ça qu'il faut que je fasse comme boulot. Donc je cherche au départ des castings de danseuses parce que je savais que je pouvais pas rentrer direct à 20 ans comme meneuse de revue, c'était un rôle important, on le donnait pas à n'importe qui. Donc je me dis je vais rentrer comme danseuse, je fais presque 1m80, ça devrait être assez facile de trouver du travail. Donc, ma première revue, c'est à Marseille. Donc, je suis à 60 km de chez moi. Donc là, tu googlises, tu cherches les castings. Ouais, comment t'as fait? Et à l'époque, il n'y avait même pas vraiment Internet. C'était dans les années fin 90. Et comment t'as décroché ce casting? T'as cherché parce que t'avais pas de contact, tu connaissais personne. Je connaissais personne dans la revue. Je connaissais un peu dans la musique, mais... Tu veux rentrer dans un cabaret? Tout à fait. Et du coup, je me dis, comment faire? Donc, je vais d'abord voir cette fameuse prof de danse. Donc, j'ai déjà 19 ans et je n'ai jamais fait ou à peine de danse classique. Moi, je sors plutôt du hip-hop, du jazz. Je vais voir cette prof de danse classique que je connaissais grâce à l'homme qui est aujourd'hui mon mari parce qu'on s'est connus très tôt et on est ensemble depuis tout ce temps. Sa petite sœur prenait des cours de danse classique dans notre village. Et j'entends dire que c'est des super cours, que c'est dur, mais que c'est des bons cours. Je vais voir cette prof de danse classique, je dis voilà, je sais, j'ai déjà 19 ans, je veux être meneuse de revue et il me faut une base. J'adore. Elle me regarde, elle a l'air de dire mais attends ma chérie, la danse classique ça prend à 4 ans. Elle a l'air de dire toi t'arrives comme une fleur et tu crois que tu vas être meneuse de revue. Elle me dit, écoute, je sais pas, viens à un cours avec des enfants de 6 ans, on verra ce que je peux faire de toi. Non, j'adore. Donc, je me dis, allez, c'est pas grave, mets ton ego de côté, de toute façon, dans ce métier, il faut pas en avoir. Vas-y, fonce. Je prends mon premier cours de danse classique avec les petites filles en tutu rose de 6 ans. Et puis je m'accroche. Et moi, je suis grande en plus. Et je m'accroche. Et puis les petites, elles me regardent d'un air étonné, là, de dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette dame? Et puis en plus, même à 19 ans, avec ma grosse voix, on aurait dit que j'en avais 25. Et je prends mon premier cours. La prof m'observe, elle me replace et tout. Elle vient me voir, elle me dit, écoute, je pense qu'il y a de quoi faire. Parce que tu as une souplesse naturelle. Tu as cette souplesse naturelle? Oui, apparemment, j'avais le grand écart, moi, de naissance. Oh. Et mon père était pareil, c'était un musicien, hyperlaxe. Mais un hyperlaxe, c'est-à-dire qu'il faisait des soirées, il se mettait à faire de la breakdance, il faisait un grand écart en plein milieu, et il avait ce rythme de la danse, il était extraordinaire. Et du coup, elle me dit, écoute, moi, je me sens de te former. Par contre, c'est tous les jours, 2 heures par jour, du lundi au samedi. Tous les jours? Tous les jours, tu viens et en plus des cours que tu prends comme ça, tu prends les cours avec les petits pour te former aux bases. Ok. Wow. J'ai dit, moi j'étais encore au lycée. Donc je lui ai dit, écoutez, ok, moi je finis le lycée vers 17h30, j'arrive dès que possible et je fais mes 2 heures et après je reste encore une demi-heure s'il faut. Et je travaille comme une folle pendant
que je dise pas de bêtises. Je suis rentrée donc j'ai fait un stage d'été d'abord avec elle pendant 1 mois avec les meilleurs élèves, à galérer, à ramer comme pas possible, mais en me disant c'est pas grave, je m'accroche, je suis là. Et puis en septembre, je rentre et que je dise pas de bêtises, en janvier, il y a les premières auditions pour la tournée du cabaret d'été. Le cabaret d'été, est-ce que c'est celle de la troupe Fascination? Alors, c'est la troupe Fascination à Marseille, dans la première dans laquelle je rentre. Et du coup, elle me forme et je dis, bon, ben là, il y a l'audition, est-ce que je suis prête? Elle me dit, je sais pas, mais vas-y au culot, je pense que tu peux le faire. Tu envoies tout dans le style French Cancan, ça te va bien. Essaye d'envoyer tout là-dedans et tu verras bien. Puis dis-leur que tu chantes et tout. Enfin, elle me donne confiance en moi. Et je vais à cette première. Elle te donne confiance Oui, en elle toi. me donne confiance parce qu'elle me dit, écoute, elle avait un accent allemand très, très marqué. Et elle me dit, Marlène, si on tente pas, on n'a pas. Voilà. Elle me dit donc, vas-y, accroche-toi. Mais cette confiance en toi, tu l'avais déjà. Oui, je suis quelqu'un d'assez confiante quand même. Mais c'est grâce aussi à cette enfance, non? Oui, grâce à cette enfance. Assez animée et tout bienveillante. Et bienveillante, très bienveillante. Et du coup, et puis aussi j'ai peur de rien. Mon père était comme ça. Il chantait en yaourt anglais devant des milliers d'anglais. Il avait pas de peur, pas de gêne. Et tout ça, c'est mon père qui me l'a inculqué. J'avais une maman très working girl qui m'a toujours donné confiance en moi, qui était très indépendante. Et je pense que mes 2 parents ont fait ce côté artiste qui s'assume et puis qui a peur de rien. Je me plante, tant pis. Voilà, et je me dis, on verra bien à cette audition. Et puis, finalement, ils me disent, bon, bah, écoute, t'es prise. Oh, bah, super. Bon, moi, j'étais en BTS, avec des horaires de dingue. Et je dis, bon, bah, ok. Donc là, on me dit, les répètes, c'est en semaine, c'est la journée. Donc, j'avais prévenu mes profs en BTS en leur disant, écoutez, c'est toute ma vie. Moi, je veux quand même ce BTS. C'était un BTS force de vente derrière un bac Action Co qui me permettait, parce que dans ma tête, je m'étais dit, si je réussis pas, je pourrais au moins vendre des spectacles. Bravo. Je pourrais être au moins commercial dans le milieu de l'événementiel. Donc, je m'étais dit ça. Donc, mes profs me disent, écoute, Marlène, ils me connaissaient depuis 1 an. Je chantais en cours, je mettais toujours l'ambiance. Ils me disent, écoute, Marlène, vas-y, t'as des bonnes notes. Vas-y, tu devrais pouvoir avoir ton diplôme quand même en n'étant pas là tous les jours. Donc, je vais travailler, je fais des énormes... on a commencé, ma première date, c'était le Zénith de Saint-Étienne. Wow. Donc, il y avait 4000 personnes. Et donc là, j'attaque la revue. Donc, au départ, un peu comme porte-plume, entre guillemets, c'est-à-dire l'une des plus grandes. Donc, on te met les plumes de 15 kilos. Lourdes, oui. Les plus lourdes, où tu es potiche, tu danses à peine. Pareil, moi, j'avais jamais dansé seins nus. Et là, donc je dis à mon patron à l'époque, moi j'ai que 19 ans, j'ai jamais dansé seins nus. Mais t'inquiète pas Marlène, parce que dans ce métier c'est toujours comme ça. Ne t'inquiète pas, on a toujours des soutiens-gorge en strass. Pour ta première, on va pas te faire ça. Tu auras un soutien-gorge. Et puis donc, c'est eux qui nous mettaient les plumes et les soutiens-gorge en strass, parce que ça valait une fortune. Donc, on n'avait pas droit d'y toucher, on avait juste nos petits costumes. Et arrivé au moment de monter sur scène, je dis, excusez-moi, vous avez oublié le soutien-gorge en strass. Et là, le patron, il fait, on n'a plus le temps, tu rentres comme ça. Tu rentres sur scène et puis t'inquiète pas, on verra rien. T'es à 40 mètres des gens et tout. Oh. Je rentre sur scène, rideau fermé, avec mes plumes et seins nus. Et je me dis, mais je vais jamais pouvoir danser. J'étais figée parce que j'étais pas prête. Je m'étais pas préparée psychologiquement. Et puis là, le rideau s'est ouvert. Ça, c'est Paris. Le sourire, les paillettes. Et j'ai complètement oublié que j'étais seins nus. J'ai fait tout le spectacle comme ça. Et j'avais plus rien à faire. Et tu étais déjà rousse à l'époque? Alors, moi... Parce que vous ne la voyez pas, mais elle a des yeux bleus divins. Merci. Non, mais c'est des bleus incroyables. Ouais. Et cette rousseur de cheveux, Marlène est très belle. Tu étais rousse déjà? Alors non, je n'assumais pas. Ma mère est rousse, mon frère est roux. Vous êtes tous roux? On est tous roux, sauf mon père qui est d'origine espagnole, qui est très brun, enfin qui était très brun. Tu es d'origine espagnole? Ouais, espagnole. Il vient de là, le fuego. Ouais, c'est ça. Exactement. Et du coup, j'avais cette couleur rousse et je sais pas, je l'assumais pas petite. J'ai pas mal de moqueries, mais après ça m'a jamais, j'ai jamais subi de harcèlement. Hein. J'étais genre de nana plutôt pote avec tout le monde, mais on me disait les brunes, elles sont piquantes. Toujours. J'entendais dire que les brunes étaient piquantes. Donc, je me suis dit, je vais me faire brune. De Lio, les brunes comptent pas pour des prunes. Ouais, c'était un peu ça. C'était Lolita, les filles brunes. Et du coup, je me suis fait brune.
Et je l'ai fait pendant des années et des années. Ah Parce bon qu'à la base, en fait, comme je vivais à la mer, j'avais les cheveux complètement décolorés par le soleil. Donc j'étais plus blonde que brune, que rousse, en fait. Et en blonde, je me trouvais fade. Donc j'ai dit, tiens, si je veux Brune. marquer avec les yeux verts, ça peut être pas mal le brun. Et voilà. Mais après... Et là, tu rentres donc dans la troupe Fascination à Marseille et la compagnie La Marque à Toulon. Tout à fait. Et ben là, j'enchaîne les castings. ton BTS. J'y suis pas allée. Les profs oui, connaissaient. Mais oui. C'était pas possible. Tu En fait, rentres dans, tu enchaînes les castings. exactement. J'enchaînais les castings, j'enchaînais les répétitions, les spectacles, tous Tu vivais azimuts. encore chez tes parents? Et alors, que je dise pas de bêtises, oui, c'était la fin où je vivais encore un peu chez mes parents, tes un peu chez parents, mon chéri. Totalement OK. Et mes parents totalement OK. Je leur dis, écoutez, papa, maman, c'est soit je pars en tournée, soit je fais mon BTS. Mes parents me regardent, ils disent, mais c'est dommage que t'aies mis tant, t'as voulu passer ton bac, tu t'es donné à fond pour ce BTS et tu vas pas y aller au dernier moment. J'ai dit, oui, mais là, si j'accepte la tournée, je rentre dans cette compagnie qui est à 15 km de la maison au lieu de 60. Mais pour ça, il faut que j'accepte la tournée et elle est en plein mois de juin. Mes parents, ils me disent, écoute, de toute façon, c'est ce que tu veux faire. Et puis, apparemment, c'est le métier qui te va bien. Donc, vas-y, fais ce que ton cœur te dit. Et du coup, j'ai choisi. On embrasse tes parents. Du coup, je me suis. Mais mes profs ont appelé mon chéri, qui est mon mari actuellement, en disant, mais qu'est-ce qu'elle fait, Marlène, avec les notes qu'elle a? Elle pourrait très bien avoir son BTS. Pourquoi elle fait ça? Et Sébastien leur a dit, non, mais là, la folie du spectacle l'a emmenée. C'est trop tard. C'est trop tard. Et Elle finalement, est partie sur les routes. Tout ce que j'ai appris en cours me sert aujourd'hui à vendre mes spectacles. Et finalement, ça aurait été hyper utile, ce BTS. Chaque expérience qu'on oui, vit oui. nous sert un jour ou l'autre. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as réussi à devenir la meneuse de revue et que tu ne portes plus là ces kilos de plumes? Oui. À quel moment? Quand est-ce que tu es réellement devenue meneuse de revue? Alors, comment tu as réussi le challenge? Que je réfléchisse. Donc, je fais la compagnie La Marque me propose une date dans un casino à Mandelieu, un très beau casino. Et à l'époque, la meneuse de revue, c'était la femme du patron. En gros, c'était... Mais le casino l'avait trouvé... voulait que ça chante en direct, en gros. D'accord. Il avait trouvé que comme elle a été meneuse de revue, mais elle chantait pas en direct, que c'était dommage. Donc, mon patron, sachant que je chantais, me demande si pour cette expérience, je veux bien passer meneuse de revue et chanter en direct tous les jours au casino. Donc, fallait chanter après-midi, soir, tous les jours et tout. J'ai dit, bah oui, je me suis dit, bon, là, c'est une occasion en or, parce que, au pire, il me garde pas comme meneuse de revue, mais par contre, comme je vais faire un mois là-bas, je pourrais le noter sur mon CV. Voilà. Donc, je dis oui, ça se passe super bien au casino, génial et tout. Et puis de là, je me dis, bon, ça y est, maintenant, quand je reviens, je me dis, bon, ils vont me passer meneuse de revue, puisque je chante, même si la femme du patron était à sa place, elle pouvait être meneuse danseuse et moi, meneuse chanteuse. Et puis je comprends que j'ai pas vraiment ma place. Et du coup, je vois une audition pour une revue qui cherchait une danseuse chanteuse. C'était une petite troupe. Ah, je me dis, je verrai bien, même si c'est petit, allons-y, je fonce. Le patron sortait du Paradis Latin. Okay. Voilà, un grand, super danseur, enfin, un artiste complet, qui est devenu mon parrain dans le milieu du spectacle, Claude Alain. Il s'appelait Claude Alain, transformiste, chanteur, danseur, comédien. Enfin, il a tourné même dans des séries télé. Un grand monsieur. Il est plus présent de nos jours, mais ça a été un très grand monsieur. Et lui m'a donné ma vraie chance. Quand il m'a entendu chanter, il m'a dit, mais je peux pas te mettre chanteuse-danseuse. Ça respire en toi, tu es meneuse de revue. Wow. Et j'avais 22 ans. Donc pour moi, j'étais encore un bébé. Ça, c'est dans Diamant Noir, c'est ça? Non, c'était avant Diamant Noir. Je l'ai pas cité parce que c'était une petite revue qui s'appelait Paris. Mais en vrai, ça a été le vrai départ de tout. Et de là, après, j'ai enchaîné encore les castings Diamant Noir, où j'ai été meneuse de revue. Et après, aux Folies Musicales. Alors là, c'était un gros cabaret de 700 places. Chez Madame Arthur. Meneuse de revue, on a les images. Oui. Ses longues jambes, ses plumes. Mais on ne connaît pas l'exigence. D'ailleurs, à Paris, il y a encore des meneuses de revue. Ça se fait encore. Et on a des cabarets extrêmement célèbres. Je pense au Moulin Rouge et d'autres. Tout à fait. Pour toutes celles qui rêvent de devenir meneuse de revue, oui. C'est quoi une meneuse de revue et quels sont les indispensables? Je dirais que les indispensables, c'est la présence scénique, l'envie
de faire plaisir au public. Parce qu'en vrai, la meneuse de revue, elle a une interaction quand même différente avec le public par rapport aux danseurs qui sont dans leur numéro et dans leur travail de corps. La meneuse de revue, elle est le lien pour moi entre le public et les danseurs. C'est elle qui permet que les gens passent cette passerelle du danseur qui est intouchable pour moi au spectacle qui est presque le nôtre, populaire. Enfin, pour moi, la vraie meneuse de revue, c'est Annie Cordy, Céline Renaud, c'est des femmes populaires avant tout. Moi, je trouve que dans les cabarets parisiens, on n'est plus dans cette image-là. On est vraiment dans de très beaux physiques. C'est très bien, ça fait partie du cabaret, mais pour moi, le beau physique ne remplacera jamais la dynamique qu'a une meneuse avec son public. Et de l'empêcher de parler au public, et c'est ce qui se passe dans les cabarets, c'est dommage. Parce que moi, je me considère plus maintenant comme MC, maîtresse de cérémonie, que comme meneuse de revue. Parce que je suis vraiment le lien. Je parle au public, je les invite à applaudir, je les invite à rentrer dans notre univers, je les invite à rire avec nous. Et ça, pour moi, c'est ça le vrai travail, qui était des meneuses de revue de l'ancienne époque, on va dire. Mais moi, je suis très cabaret années 30, 50. C'est ce que je préférais. Et la meneuse de revue et tous ces artistes de cabaret en général, il me semble, doivent avoir une sacrée endurance parce qu'on n'imagine pas le travail qu'il y a derrière et puis les heures de répétition et surtout le nombre de spectacles qu'on peut faire en une journée. Tout à fait. Oui, des fois, ça arrive qu'on puisse être pris dans 3 spectacles différents dans la même journée. Moi, par exemple, dans ma compagnie, comme on fait du spectacle enfant et du cabaret pour les adultes ou de la comédie musicale adulte, il est possible que des fois, on enchaîne 3 spectacles différents dans la journée. 2 différents pour les enfants, par exemple, 1 pour les adultes. Donc, ça implique la route entre chaque, les maquillages, le démaquillage, si c'est pas le même maquillage selon les spectacles, et surtout pendant le spectacle, ce qui est fou, c'est la vitesse de changement de costume. Parce que ça, dans le cabaret, sur 2 heures de show, moi, mes danseurs, je veux qu'ils fassent la plupart des tableaux. J'ai horreur des cabarets où il y a une chanson, une danse, une chanson, non. Là, nous, on essaye de tout impliquer dedans, donc des fois, les danseurs, ils ont, ou moins, 1 minute 30 pour se changer. Donc ça fait partie de la fatigue aussi qu'il y a derrière. Et puis en plus, nous, notre finale et notre spécialité, c'est le French Cancan. Donc on finit par le French Cancan qui, en général, tue le corps. Mais pour moi, c'est aussi synonyme de fête. Paris 1900, c'est le French Cancan. Et donc voilà, tout ce travail en amont de répétition, la route pour les troupes itinérantes comme nous. Là, pour nous, du coup, d'être au théâtre, c'est les vacances à côté. Hein. Même si, par exemple, mercredi, on a enchaîné 2 spectacles dans la journée parce qu'on avait les écoles. Et il faut pas oublier que la plupart du temps, c'est 8000 kilomètres en 3 semaines au mois de décembre. C'est des endroits, des fois, pas chauffés, où on travaille. C'est 2 heures de show, puis on reprend la route dans un minibus, c'est pas super confortable, on dort dedans, voilà, des fois on prend l'hôtel juste pour la douche et dormir 2 heures, enfin, oui, c'est un travail de dingue. Et quand t'as démarré, tu prenais plaisir et t'avais cette énergie, cette passion des paillettes, de la musique, du chant. À quel moment est née Mademoiselle M? Alors, Demoiselle M, elle est née après, on va dire, vers la trentaine. Parce que pendant 10 ans, j'ai fait mon travail de meneuse de revue, de danseuse. 10 ans. Voilà, pendant 10 ans, j'ai fait vraiment paillettes, strass. Okay. Et puis un jour... Et là, tu rencontres l'amour, tu te maries. Ah oui, bien avant. Hein, j'avais rencontré l'amour à 19 ans. Voilà, et on est toujours ensemble, ça fait maintes années. Et il est artiste lui aussi. Il est artiste, chanteur, il est sur scène dans Casse-Noisette. C'est le roi, le méchant roi des souris. Voilà, comme mon fils d'ailleurs est sur scène aussi, c'est le garçon de Casse-Noisette, le prince. Oh, qu'est-ce que j'aime cette histoire de transmission. Oui, c'est merveilleux. Donc 10 ans et... 10 ans, être meneuse de revue, apporter les plumes. Et le nom de demoiselle, j'ai dit mademoiselle, mais oui, c'est demoiselle. Alors, en fait, il est né parce qu'un jour, à 30 ans, justement, enfin, je tombe enceinte de mon fils. Et je me dis, bon, changement de cap, j'en ai marre de porter des plumes, de ne pas donner de message dans tout ce que je dis. De mettre du sens. Ouais, et je rencontre le burlesque. Le néo-burlesque. Et je me dis, le burlesque, c'est bon, un peu trop politique à mon goût, parce que moi, j'aime quand même le divertissement. Quand tu dis que tu le rencontres, comment? Je le rencontre par le biais d'une troupe qui s'appelle Les Créatures Show. D'accord. Dans le Sud. Et c'est une nana qui est partie à Londres, Stéphanie. Elle est partie à Londres, et là, elle a connu le néo-burlesque. Et elle s'est dit,
Moi, elle était une très grande danseuse contemporaine jazz. Elle se dit, je vais monter une compagnie et dedans, je vais y intégrer un peu de burlesque. Bon, les gens dans le Sud sont pas prêts, pas avertis encore, mais on va essayer d'y amener quelques touches. Et elle me prend comme chanteuse parce qu'elle me voit chanter un jour sur un bateau de croisière avec le cabaret Le Folies. Elle me voit chanter, c'est quelques années avant mes 30 ans. Elle me voit chanter, elle vient me voir au culot. Elle me dit, mais tu travailles où? Alors je lui dis, pour le Folies Musical. Elle me dit, moi je te veux comme chanteuse dans ma compagnie. J'ai dit, mais attends, j'ai une place de meneuse de revue, je suis en exclusivité, j'ai pas le droit sauf avec mon orchestre, parce que j'avais quand même mon petit orchestre à côté, je continuais ma petite musique à moi. Et elle me dit, écoute, si un jour ça s'arrête, elle a dû avoir du nez, si un jour ça s'arrête, sache que ta place est réservée, je veux une chanteuse comme toi qui a des corones. C'est exactement comme ça qu'elle me l'a dit. J'adore. Et je l'ai très bien pris parce que je me considérais déjà comme ça. Parce qu'en fait, mon vrai truc, moi, c'était le French Cancan et toute l'histoire qui va avec. Ça, oui. Je vous le raconterai. Le French Cancan, pour moi, c'est vraiment la danse française par excellence. Et le vrai féminisme, il est là comme il est né. Et chaque fois que je voulais mettre dans le French Cancan, que j'étais un peu plus masculine ou drôle, on me disait toujours, Marlène, tu ne peux pas casser ton image de meneuse de revue. Il faut que tu sois plus souriante, féminine, romantique. Je dis, mais moi, je peux être tout ça et à la fois drôle et poète-poète. Voilà. Moi, c'est ça qui me plaît dans le spectacle, c'est que je peux être qui je veux. Comme une comédienne, elle pourra interpréter un jour une princesse amoureuse et le lendemain une vilaine sorcière. Et pour moi, c'est ça. Et du coup, cette fille me dit, moi, je vois en toi ce côté burlesque et rentre dedans et je veux travailler avec toi. Ok, on se perd un peu de vue. Elle vient me voir au Folies Musical, elle lâche rien. Elle vient me voir et à la fin, elle me dit, t'as pas oublié? Bah non, j'ai pas oublié et tout. Et puis un an après, le Folies Musical s'effondre. Oh. Voilà, problème de budget, je sais pas. Ils décident de fermer les portes. Ni deux. J'appelle les créatures show. Et elle me dit, mais oui, ta place est prête, j'ai même commencé les costumes. Magnifique. Je dis, comment ça te commence? Elle me dit, je savais que tu viendrais. Et donc, je commence les répétitions. Mais là, ton fils était né? Pas encore. Ah. Pas encore. Et c'est là que je commence à connaître le burlesque. Et cette fille-là, elle a vraiment sorti Demoiselle M, même si je sais pas encore que je vais être Demoiselle M. Elle a sorti un truc de moi que j'avais jamais osé montrer. Ce côté entreprenante, femme qui s'assume, même si j'avais l'impression, jeune, de m'assumer, d'être en place, elle m'a dit, mais ça, tu peux te le permettre. Ça, tu peux te le permettre. Vas-y. Des fois, ce sera pas bien, mais vas-y, sinon tu sauras jamais. Et du coup, cette personne-là, qui a été mon deuxième mentor, troisième, je dirais, après ma prof de danse, ce patron de Paris, Claude Alain. Et elle, c'est 3 personnes qui m'ont fait évoluer vraiment dans ma carrière. Et de là, j'ai dit, mais oui, merde, je peux être qui je veux. C'est vrai, parce qu'avant ça, je pouvais pas me faire tatouer parce que c'était interdit dans le cabaret. Oui, parce que les meneuses de revue, pour avoir vu plusieurs. D'ailleurs, maintenant, ce sont souvent des filles qui viennent d'autres pays. Oui, tout à fait. Beaucoup, je crois, de l'Est. De l'Est, des Anglaises. Et ce sont toutes des femmes qui sont. Moi, j'ai vraiment l'image. On voit pas mes gestes, mais tu vois, ces longues jambes et elles sont belles, elles sont fines et exactement. Comme ça. C'est très superficiel. On ne voit pas, mais voilà, c'est la féminité dans toute sa splendeur. Tout à fait. Ce qui est très beau aussi, hein. Mais c'est différent de ce que je voulais faire, en tout cas. Et alors, Demoiselle M. Et du coup, c'est quoi? C'est qui? Alors, Demoiselle M, c'est la Marlène, on va dire, d'aujourd'hui, avec tout ce qu'elle a appris. Et voilà, avec les coronettes, avec ce qu'elle a appris dans le métier, avec ce qu'elle s'est permis de faire, en étant devenue une maman aussi, parce que le corps change. Ce qu'on a dans la tête change aussi. Et là, je me suis dit, mince, maintenant je suis maman, j'ai plus envie d'être à poil, mais pas à poil comme ça. Je dis, si je suis à poil, entre guillemets, parce qu'on n'est pas vraiment à poil, on est habillé de lumière, on a des strings, on a des plumes, mais j'avais plus envie d'être nue comme ça, un corps. Voilà. Ouais. Et je décide de me faire appeler Demoiselle M dans le milieu du spectacle en fait, c'est elle, Demoiselle M, c'est celle qui m'a permis d'oser aller faire du burlesque sur des scènes ouvertes. Avec des riot girls, comme on appelle, des filles ultra politisées, qui font bouger leurs nippies, qui secouent leurs seins, qui ont des formes, ou qui en ont pas du tout, et qui assument d'être qui elles sont pleinement avec le corps qu'elles ont.
Et je dis, voilà, pourtant, j'ai jamais été quelqu'un qui a fait beaucoup de régime. J'ai pas eu besoin de ça parce que j'étais très sportive. J'allais te demander justement, quand on fait du cabaret, est-ce qu'il faut avoir une hygiène de vie particulière pour tous ceux qui nous écoutent? Si demain, on veut intégrer ta compagnie, d'ailleurs, on en parlera, est-ce que tu recrutes? Ça nous intéresse. Mais en tout cas, toute personne qui veut se lancer dans cette carrière, faut-il avoir un corps particulier? Faut-il avoir une hygiène de vie particulière? Alors, l'hygiène de vie, je dirais avant tout, c'est d'être sportif pour être endurant. Parce que, bien sûr, il faut avoir un certain niveau de danse. Niveau ligne de corps, ça dépend d'où on veut rentrer. Où on veut rentrer, dans quel spectacle. Heureusement, on va dire ça s'ouvre un petit peu, les portes, les codes changent. On est moins. En comédie musicale, on le voit de plus en plus. Voilà, plus en plus de femmes avec des formes, des hommes peut-être un peu moins grands ou des. Et tant mieux, parce que l'avenir, c'est ça aussi, c'est la diversité. Et du coup, je dirais que moi, par exemple, dans ma compagnie, si on est tatoué, c'est très bienvenu, parce que maintenant, une personne sur deux. Oui. Si on a les cheveux de toutes les couleurs, mais tant mieux, c'est un soleil. Moi, pendant des années, je me suis fait des couleurs de cheveux impossibles parce que je pouvais pas me tatouer. Donc, je me vengeais sur mes cheveux. Du coup, mes patrons me mettaient des perruques en se disant, peu cher, faut bien que jeunesse se passe. Et alors, j'avais les cheveux un coup mauve, un coup rose fuchsia, un coup bleu, mais je pouvais délirer là-dedans. Et puis, le jour finalement où j'ai pu faire mes tatouages, eh ben, je suis redevenue à ma couleur naturelle parce que du coup, je me sentais plus moi. Tu avais trouvé ta véritable Exactement. nature. Et dans ma compagnie, j'ai des filles pas très grandes, des filles grandes, des filles très voluptueuses, d'autres très menues, toutes différentes. Et c'est ça que j'adore, parce que même habillées toutes pareilles, et c'est très rare parce que je fais des tableaux en général, chacune a sa petite particularité dans le costume, mais tout le monde est reconnaissable. C'est-à-dire que quand on voit le spectacle tout le long, même si au French Cancan, on est habillés tous pareils, ils savent qui était qui. Et ça, c'est important pour moi. Alors justement, ta compagnie que tu crées en 2010, oui. Déjà à 14 ans, madame. Oui. Ta compagnie Demoiselles Mystic and Boys. Oui. Comment tu as eu cette envie, à quel moment tu t'es dit, OK, maintenant c'est moi qui vais produire, c'est moi qui vais faire mes propres spectacles. Donc c'est directement après le néo-burlesque? Voilà, c'est après les premiers temps de néo-burlesque, les créatures show, la compagnie finalement burlesque dans laquelle je suis rentrée. Je n'avais pratiquement plus que ma musique à côté, parce que moi je travaillais dans les piano-bars, les trucs comme ça. Et je voyais que ça arrivait sur la fin, que ça s'étiolait un peu, des filles partaient, on était au départ une bande de copines très très soudées, et puis petit à petit chacune faisait sa vie, et je me disais, ça sent la fin, et maintenant j'ai envie de raconter quelque chose. Et les clients des compagnies dans lesquelles je travaillais me prenaient tout le temps pour la patronne. Okay. Alors je pense que c'est parce que ma grosse voix, puis que j'en imposais, puis que j'avais aucune hésitation à aller parler avec le client, même si c'était pas ma compagnie, je la survendais. Vous savez voir, c'est génial et tout. Et puis les clients des compagnies à chaque fois me disaient, mais pourquoi tu ne montes pas ta propre compagnie, vu comme tu la vends et vu tout ce que tu as raconté, vas-y. Alors au début j'ai hésité parce que je voulais pas faire de concurrence aux compagnies dans lesquelles j'étais, et quand ça s'est arrêté, je me suis dit j'ai rappelé tous les clients et je leur ai dit voilà, les compagnies dans lesquelles j'étais sont arrêtées. Si je monte ma compagnie, est-ce que vous m'offrez des dates? Est-ce que vous pourrez me trouver des dates? Alors il y en a plein qui m'ont dit oui et puis qui n'ont jamais rien fait, mais il y en a quelques-uns grâce à qui j'ai pu démarrer, qui m'ont vendu dans la foulée en me faisant confiance totalement, en me disant écoute, je sais pas ce que va raconter ton spectacle, mais moi, je te prends telle date. Ok, j'avais même pas encore la compagnie, on devait être en janvier 2010. Je me dis, là, j'ai un mois, je réfléchis à tout. En février, j'ai commencé les répétitions. En un mois, j'ai monté tout sur papier. Alors, attends. Demoiselle M devient chef d'entreprise. Exactement. Chef d'entreprise, et elle crée Demoiselles Mystic and Boys. Alors, c'est quoi cette compagnie? Alors, au départ, c'est une compagnie que de cabaret, avec un seul spectacle, avec 7 artistes. Et mon mari, qui est musicien et ingé son, me dit, écoute, on a tout le matériel son et lumière de notre association pour la musique. Si tu veux, on met tout ça dans la compagnie. Comme ça nous fait un capital de départ. Ça veut dire que tu peux vendre ton spectacle avec la sono, l'éclairage, ce qui est un plus. Et mon mari est aussi couturier.
On sait tout faire à deux. Et il coud. Il me dit, en plus, je t'aide pour les costumes. Tu les dessines, moi, je fais la base, tu les customises. Ma belle-maman, sa mère, est couturière aussi. Elle me dit, allez, ok, je vais vous aider. Ça devient une entreprise familiale. Sa petite sœur est danseuse et je lui ai du coup appris à chanter, la fameuse petite sœur qui était à l'école de danse classique. Je lui avais appris à chanter, je l'avais aidée en formation de chant. Je la prends comme chanteuse-danseuse dans ma compagnie. Et de là, ça part en famille. Et j'embarque tout le monde dans mon délire. Et tout le monde me suit à 200%. Et je monte le spectacle par écrit, l'histoire, parce que je voulais pas que ce soit un spectacle avec des numéros qui s'enchaînent n'importe comment. Donc là, tu écris. J'écris l'histoire. Tu deviens auteur. Je deviens auteur. Un chef d'entreprise devient auteur. Oui. Je dessine les costumes. Je deviens designer. Ouais. Enfin, entre guillemets, bien sûr, parce que pour moi, c'est pas, ça ne porte pas ce nom-là, mais je crée tout ce que je peux dans ce spectacle et je commence les castings. Alors, du coup, là, je me retrouve dans l'autre... Directrice de casting. Exactement, je me retrouve de l'autre côté du fauteuil. Et du coup, là, d'abord, j'appelle des amis, des copines de Créature Show. Je me dis, ça, elle, je la connais, je sais qu'elle va être géniale. Les filles, est-ce que vous êtes partantes? Voilà, je monte ça. Pour l'instant, j'ai 4 dates de signer. On verra pour la suite. La plupart m'ont dit oui. Ils sont partis à fond avec moi. Donc, je crois que j'ai dû caster que 2 personnes sur les 7 filles qu'on était au départ, que des nanas. Je dis, voilà, on va faire un message, pas féministe, parce que je voudrais pas tomber là-dedans, mais je parle de ça en 2010. On n'était pas encore dans le féminisme comme on est. On l'est là, on n'était pas encore. Les femmes étaient voilà. Dans l'invisibilité. Voilà, c'est plus ça. Donc, je dis aux filles, on va essayer d'amener un message où les femmes peuvent s'émanciper sans risquer de perdre quand même leur capacité de femme qu'on a. On a aussi et la sensualité, on sait très bien jouer quand même de nos charmes, les femmes, il faut le reconnaître. Et donc, on va pas perdre ça, mais on va y amener un petit peu de force. Voilà. Et donc, les filles me disent, mais oui, c'est super et tout. Et puis, je dis, notre finale, ce sera le French Cancan. Parce que j'ai étudié le French Cancan en long, en large et en travers. Et je veux écrire son histoire. Alors, d'autres l'ont fait avant moi. Mais moi, je la raconte en direct sur scène. Ça prend 3 minutes chrono. Et j'explique aux gens. Et je fais un genre de blind test pour voir s'ils savent vraiment d'où vient le French Cancan. Et la plupart ne le savent pas. Voilà. Et donc, je leur apprends ce qui est vraiment le French Cancan. C'est quelque chose que tu fais encore. Et c'est quelque chose que je fais dans mes 2 spectacles cabaret, Silence Saturne, Welcome to the Cabaret, et de Broadway à Paris. Voilà. Je raconte. En 2024, parmi les spectacles de la compagnie, on retrouve Miss Trix Dreadful, qui est une comédie musicale géniale, horrifique. Ouais. Le spectacle de cabaret dont tu viens de parler, de Broadway à Paris, j'essaie de mettre l'accent, mais aussi ce spectacle que j'ai vu, délicieux, Casse-Noisette et le Royaume des Jouets, avec une exigence artistique qui m'a bluffée. C'est toi qui as eu cette idée ? Oui. C'est moi qui l'ai écrit. Tous les spectacles, ce sont tes créations. Oui, à la base, ce sont mes créations. Et après, je m'entoure de personnes pour m'aider à écrire les dialogues, par exemple, réécrire les textes des chansons. Celui que tu as vu, par exemple, qui joue le magicien, est le meilleur ami de mon mari, le parrain de mon fils qui est sur scène. C'est la famille, toujours. C'est mon meilleur ami depuis bientôt 30 ans. Et c'est lui, il est auteur. C'est lui qui m'aide à écrire une fois que j'ai l'idée, qui m'aide à écrire les dialogues et les paroles des chansons. À quel moment tu as quitté le sud de la France ? Je l'ai quitté en 2012, donc très peu de temps après avoir monté les Demoiselles Mystiques, qui étaient basées dans le sud. Au départ, on est parti parce que l'hiver, on n'avait plus beaucoup de travail dans le sud. On travaille bien l'été, j'ai gardé d'ailleurs ma clientèle d'été, mais l'hiver, les pianos-bars, ça ne marchait plus. Avec mon mari, on s'est dit, notre fils, il a 4 ans, ça lui fera pas un trop gros changement. On s'en va, on quitte tout, on va à Paris. Venir à Paris. Ouais. Et là, notre famille vécu dans le sud. Oui, notre famille nous a dit, mais quand vous partez, on était en mai, en septembre. Mais vous êtes fous comme ça, vous quittez tout du jour au lendemain. On a toujours été comme ça. Je dis, oui, on quitte, mais vous inquiétez pas, on reviendra très souvent pour le spectacle, parce que j'avais encore tous mes danseuses dans le sud. Je dis, mais je sais pas, Paris m'appelle. Et en fait, là où on a bien fait, c'est que d'abord, moi, le burlesque que je ne pouvais pas
faire trop dans le sud. Il y a très peu de scènes burlesques. À Paris, je me suis mis à fond dans le burlesque. La comédie, j'étais comédienne entre guillemets. En fait, j'étais comédienne d'improvisation dans le théâtre de rue. C'est très formateur, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on vaut. Ici à Paris, j'ai passé mes premiers castings de comédienne que j'ai réussi. J'ai joué par exemple Phèdre sans Racine, où je joue une Phèdre alcoolique, droguée, enfin un fabuleux rôle où je ne chante pas, où je ne danse pas. C'était mon premier rôle sans. Donc ça a été super dur au début de me dire bon là tu vas pas chanter, tu vas pas danser, il faut que ce soit le fond qui soit là. Et j'ai pu donc devenir comédienne. Et la compagnie a pris un essor sur Paris. En fait, j'ai décidé de monter la compagnie à Paris en 2016, donc soit 4 ans après, 2016-2017. Et là, elle a pris un essor. Je me suis entourée d'artistes exceptionnels parce qu'à Paris, il y a un vivier bien plus grand que dans le Sud, même si les artistes du Sud sont très bons, mais moins de choix, forcément. Tout le monde travaille partout. Tout le monde se connaît. À Paris, j'ai pu faire des castings avec des gens fabuleux. Et du coup, me faire une équipe, on est 25 maintenant, comédiens, chanteurs, danseurs et techniciens. Et de 25 personnes, super bons chanteurs, danseurs, comédiens, avec tout. Ils savent tout faire. Et ton fils a quel âge? Et lui, il a 16 ans. Il vient d'avoir 16 ans. Ouais. Oui. Alors, pour toutes les femmes qui sont artistes, comment conjuguer justement sa vie de mère avec l'artiste? Jouer le soir, quelles ont été encore une fois les ressources et le type d'organisation que tu as dû mettre en place? Souvent les femmes ont peur de mettre leur carrière de côté à cause de ce corps et puis surtout la garde. On connaît toutes le 4h30, le 19h, le 20h, le dîner, le coucher. Comment tu t'en es sortie, organisée? Alors en fait, au départ, moi, je ne voulais pas d'enfant parce que ma carrière, j'étais carriériste à mort. J'avais peur que mon corps change. Moi, j'ai bien compris que tout ça, en fait, c'est dans la tête. Voilà, qu'on peut très bien. Mais mon mari m'avait dit, il m'avait prévenu depuis tout jeune. On est ensemble depuis qu'on a 18 et 19 ans. Il m'avait dit, moi, j'aurai des enfants, avec ou sans toi. Donc, je t'aime. Il n'y a pas de problème, mais un jour, je sais que je veux des enfants. Oui, on verra, je disais on verra. Et puis au bout de 11 ans, on était ensemble depuis 11 ans quand même, on a voyagé, on a fait beaucoup de spectacles, on a vécu, on travaillait sur les bateaux de croisière comme musicien, on avait vécu plein de choses, puis vers 29 ans, je lui ai dit, oh là là, je crois que j'ai envie d'un enfant. Comme ça, c'est arrivé comme ça. Et là, il me dit, c'est vrai, il n'y a pas de problème, on part en camping, on va aller s'ennuyer pendant une semaine, on n'aura que ça à faire. Et du coup, je tombe enceinte assez rapidement. J'appelle ma famille, la famille, bien sûr. Aux anges, c'est merveilleux. Vous pouviez pas nous faire un plus beau cadeau. Et nos suivis, ils sont à fond avec nous. Et je leur dis, mais moi, ce qui me fait peur, c'est que je ne veux pas arrêter la scène. Sébastien non plus, mon mari. Nous, on aime ça, on a envie. Et si on arrête pour notre enfant, on a peur d'être frustré et de ne pas être heureux. Et là, tout le monde nous a dit, mais enfin, mais nous, on est là. Le parrain, qui est sur scène dans Casse-Noisette, la marraine, qui est la sœur de mon mari, qui est danseuse aussi, mais qui, elle, se consacrait vraiment à ma compagnie, donc elle était beaucoup plus libre. Ma belle-mère, mes parents m'ont tous dit, mais enfin, mais on sera là, pas besoin de nounou. Ne prenez pas de nounou. Et effectivement, j'ai jamais eu de problème. J'ai accouché. 10 jours après, je suis partie sur les bateaux de croisière. J'ai remis mon corps en état. Je suis repartie à bloc. Mon mari m'a dit, écoute, pars sur les bateaux, ça va te faire du bien après 9 mois de grossesse. Bien que j'ai chanté jusqu'au bout, hein, j'étais sur le bateau avant d'accoucher à 8 mois et 1 semaine et j'ai accouché à 8 mois et demi. Parce qu'on peut encore travailler. Oui, on peut, mais oui. Et tout ce qui être malade quand tout exactement, va bien. Quand tout va bien, bien sûr. Mais moi, j'étais comme ça et voilà, je touchais la table avec mon ventre, mais j'avais une patate d'enfer. Donc j'avais qu'une envie, c'est que mon bébé ressente ce que je ressentais en spectacle. Je dansais encore le French Cancan avec un bide énorme. D'ailleurs, le médecin de bord est venu me voir en me disant, il faut que tu arrêtes le French Cancan parce que si tu accouches sur le bateau, c'est par hélicoptère qu'on vient te chercher. Là, je dis, bon, allez, d'accord, je me calme pour cette croisière. Je rentre, j'accouche, je repars en croisière. Et là, mon mari me dit, écoute, ce qu'on fait, c'est que moi, cette croisière-là, je la fais pas. Je serai autant la maman que toi, le papa. Je m'occupe de Kezia. Et comme ça, toi, tu profites de ton moment. Et quand on pourra repartir tous les deux, je crois que 15 jours après mon accouchement, notre famille nous a dit, allez, c'est bon, il a 15 jours, il faisait pratiquement ses nuits, c'était un bébé super cool. On vous garde le petit, partez en croisière tous les deux. On est partis à Ibiza, on a fait une fête d'enfer. Incroyable. Ouais. Comme quoi,
on peut être une femme, on peut être une artiste et on peut aussi être une maman Tout à fait. accomplie tout en travaillant encore. La compagnie, aujourd'hui, elle propose des spectacles que tu produis, Oui. qui sont au théâtre, comme actuellement, on l'a dit. Et puis, tu fais aussi de l'événementiel. Oui. C'est-à-dire qu'on peut faire des passages en événementiel, comme très souvent ce qu'on nous demande à Paris, c'est un passage de French Cancan, par exemple, pour des gens qui viennent de l'étranger. On fait souvent ça pour les Américains, des Indiens, voilà, toutes sortes de clientèles variées. Et c'est super parce que du coup, ça permet qu'ils connaissent un petit peu la culture française sans forcément les amener dans un gros cabaret ou peut-être, vu que c'est particulier, le sein nu et tout ça. Donc nous, on amène un côté un peu plus populaire où on leur fait un French Cancan, on leur montre, voilà, ça c'est la France, en tout cas au niveau festif et danse. Et en général, ça marche super bien. Et tu es toujours sur scène. Et toujours, et j'espère toujours longtemps. Avec autant de plaisir. Avec autant de plaisir. Si ce n'est plus. Parce qu'en fait, tout ce que on engrange comme expérience, ça sert sur scène. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est 10 fois mieux qu'avant. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de crainte. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Marlène qui allait se démaguiser pour faire des spectacles? Qu'est-ce que tu lui dirais? Eh bien, je lui dirais, t'es sur la bonne lancée, lâche pas et trace ton chemin, c'est que du bon. Merci Demoiselle M pour ce délicieux moment. À très bientôt. Merci à toi, merci à vous.